Imaginez un peu. Nous sommes en 2029. Une entreprise américaine vient tout juste d'établir une opération minière près du pôle sud de la Lune. Ils extraient de l'eau glacée d'un cratère qui est resté dans l'obscurité pendant 2 milliards d'années. Et soudain, un astromobile chinois apparaît. Il fonce droit sur eux. Il s'approche du périmètre de l'opération. Il s'arrête à une centaine de mètres. L'équipe américaine contacte Houston. Houston contacte le département d'État. Le département d'État contacte Pékin. La réponse chinoise est simple. Nous ne reconnaissons pas votre zone exclusive. L'espace est le patrimoine commun de l'humanité. Notre astromobile a parfaitement le droit d'être là. Et maintenant, que faire? Il n'y a pas de police lunaire, pas de tribunal spatial. Personne pour trancher. Ce scénario, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une possibilité réelle dont les experts en droit spatial nous mettent en garde depuis des années. Parce que les États-Unis sont en train de créer ce qu'ils appellent des zones de sécurité sur la Lune. Et la Chine a clairement fait savoir qu'elle ne les respectera pas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que sont ces zones, pourquoi elles suscitent tant de controverses, ce que la Chine en pense, et pourquoi ce problème pourrait bien être le premier conflit réel de l'ère spatiale. Commençons par le commencement. En octobre 2020, les États-Unis ont lancé les accords Artemis. On en a déjà parlé. 60 pays ont signé. Ils établissent des principes pour l'exploration spatiale pacifique. Mais il y a une section spécifique qui a suscité plus de controverses que tout autre. La section 11, zone de sécurité. Il est textuellement dit que les pays signataires s'engagent à notifier leurs activités et à se coordonner pour éviter les interférences nuisibles. Et voici ce qui est important. Il est dit que les signataires informeront de la nature, de l'emplacement et des paramètres généraux des opérations, y compris la taille et la portée des zones de sécurité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que si les États-Unis ou une entreprise américaine établit une opération sur la Lune, ils peuvent délimiter une zone autour de cette opération où les autres ne devraient pas entrer sans coordination préalable. Une zone exclusive, bien que techniquement temporaire, les accords précisent que ces zones doivent refléter la nature des opérations, que leur taille doit être basée sur des principes scientifiques et d'ingénierie, et qu'elles doivent prendre fin lorsque l'opération cesse. Tout cela semble raisonnable. N'est-ce pas? Le problème, c'est l'interprétation. Quelle peut être la taille d'une zone de sécurité? Les accords ne le précisent pas. Qui décide si la taille est appropriée? Il n'y a pas d'autorité désignée. Que se passe-t-il si quelqu'un n'est pas d'accord avec la délimitation? Il n'y a pas de mécanisme de résolution. Et surtout, qu'en est-il des pays qui n'ont pas signé les accords? La Chine n'a pas signé, la Russie n'a pas signé, et eux aussi vont sur la Lune. Quand un responsable américain dit « Le cratère Shackleton est notre zone de sécurité », personne d'autre ne peut opérer ici sans coordination. La Chine peut simplement répondre « Nous ne reconnaissons pas votre autorité à créer cette zone ». Et elle aurait des arguments légaux pour le faire. Le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967, qui a été signé à la fois par les États-Unis et la Chine, stipule dans son article 2 que l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune, ne peut faire l'objet d'une appropriation nationale, par revendication de souveraineté, par usage ou occupation, ni d'aucune autre manière. Il ne peut faire l'objet d'appropriation, d'aucune manière. La Chine argumente que les zones de sécurité sont une forme déguisée d'appropriation, qu'établir des zones où les autres ne peuvent pas opérer sans permission. C'est, dans les faits, reclamer un territoire. Et ils ne sont pas les seuls à interpréter cela de cette manière. Dmitri Rogozin, lorsqu'il était directeur de Roscosmos, l'agence spatiale russe, a comparé les zones de sécurité américaines à l'invasion de l'Irak. Il a dit que les États-Unis essayaient d'imposer leur vision au monde, sans consensus international.
Les médias étatiques chinois ont été encore plus durs. Ils ont comparé les accords Artémis aux méthodes coloniales européennes du XIXe siècle, quand les puissances européennes se partageaient de l'Afrique, lors de conférences où les Africains n'avaient ni voix au chapitre, ni droit de vote. C'est du colonialisme spatial, disent-ils. Les États-Unis essaient de diviser la Lune avant que quiconque d'autre n'arrive. Et si vous regardez l'histoire, vous comprenez pourquoi cette comparaison est si puissante. En 1884, les puissances européennes se sont réunies à la conférence de Berlin pour diviser l'Afrique. Elles ont tracé des lignes sur des cartes, attribué des territoires, établi des zones d'influence, tout cela sans consulter les Africains qui vivaient sur ces terres. Le résultat a été dévastateur. Des frontières arbitraires qui ont divisé des peuples et uni des ennemis. Une exploitation des ressources qui a enrichi l'Europe et appauvri l'Afrique. Un héritage de colonialisme qui affecte encore le continent aujourd'hui. La Chine dit « ils font la même chose avec la Lune ». Ils divisent des territoires, attribuent des zones, établissent des règles. Tout cela sans consensus global réel. Et ce n'est pas que de la rhétorique, c'est un argument qui résonne particulièrement dans ce qu'on appelle le Sud global, dans les pays qui ont été colonisés, dans les nations qui se souviennent de ce qui s'est passé, quand les puissances occidentales ont décidé de se partager le monde sans demander l'avis de personne. Pour être juste, les défenseurs des accords Artémis ont leurs propres arguments. Ils disent que les zones de sécurité ne sont pas des territoires permanents, elles sont temporaires. Elles existent tant que dure l'opération et prennent fin. Quand l'opération se termine, ils disent que l'objectif est d'éviter les interférences nuisibles. Si une entreprise utilise de la machinerie lourde, il est logique que les autres ne s'approchent pas trop. C'est une question de sécurité, pas de souveraineté. Ils disent que dès que les accords favorisent la transparence, ils obligent à informer sur les opérations, c'est mieux que le secret. Et ils disent que quelqu'un doit établir des règles. Si les États-Unis ne le font pas, personne ne le fera. Et le chaos qui en résulterait serait pire pour tout le monde. Les deux camps ont des arguments valables, mais le problème fondamental reste non résolu. Il n'y a pas d'autorité neutre qui puisse arbitrer entre ces visions. Il n'y a pas de tribunal spatial dont la juridiction est reconnue par tous. Il n'y a pas de mécanisme d'application. Ce que nous avons, ce sont deux superpuissances, avec des interprétations incompatibles du droit spatial, toutes deux se dirigeant vers le même endroit sur la Lune, toutes deux planifiant d'y établir une présence permanente. C'est une recette pour le conflit. Et nous ne parlons pas d'un futur lointain, nous parlons des 5 à 10 prochaines années. Le cratère Shackleton ne fait que 21 km de diamètre. Les sites optimaux pour extraire de l'eau sont encore plus limités. Les endroits avec une lumière solaire constante pour les panneaux solaires sont rares. Il n'y a pas assez de bons emplacements pour tout le monde. Sur Terre, quand deux pays veulent le même territoire, ils ont des options, négocier, aller à l'ONU. Dans le pire des cas, on entre en guerre. Sur la Lune, il n'y a aucune de ces options. Pas d'ONU lunaire, pas de mécanisme d'arbitrage, pas de force de paix qui puisse intervenir. Ce qu'il y a, c'est un vide juridique, institutionnel et de gouvernance que les deux superpuissances essaient de combler à leur manière. Et c'est ça, le plus dangereux dans tout ça. Maintenant, si ce type d'analyse vous aide à comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde, si vous appréciez un contenu qui approfondit les sujets que les médias traditionnels simplifient, ce bouton Super Thanks là en bas, c'est la meilleure façon de soutenir ce travail. Ici, pas de sponsor corporatif, pas d'agenda caché, seulement de la recherche sérieuse sur les thèmes qui vont définir notre futur. Chaque contribution permet que je continue d'approfondir. Merci à ceux qui ont déjà soutenu. Merci beaucoup. Maintenant, parlons de ce qui pourrait se passer
En juillet 2025, un groupe d'experts a réalisé un exercice de simulation, un jeu de rôle où des représentants incarnaient les États-Unis, la Chine et la communauté internationale face à un scénario de conflit lunaire. Le scénario était similaire à celui que j'ai décrit au début, une opération américaine, un astromobile chinois qui s'approche, une tension croissante. Que s'est-il passé dans la simulation? L'équipe chinoise a catégoriquement rejeté la zone de sécurité. Elle a dit qu'elle n'avait aucune base légale dans un traité contraignant, que les accords Artemis sont un accord entre quelques pays et non une loi internationale universelle. L'équipe américaine a insisté sur le fait que la zone était nécessaire pour la sécurité opérationnelle. Elle a offert une coordination, mais n'a pas reculé sur la délimitation. Ils ne sont parvenus à aucun accord. La simulation s'est terminée sans résolution. Exactement ce que les experts craignaient. Et ce qui est préoccupant, c'est que cet exercice reflétait les positions réelles des deux pays. Ce n'étaient pas des prestations exagérées. C'étaient les mêmes positions que la Chine et les États-Unis maintiennent publiquement. Ça signifie que quand le moment réel arrivera, quand il y aura des opérations réelles dans des lieux disputés, on va être confronté exactement à ce problème. Quelles options y a-t-il? Une possibilité, c'est qu'un des camps cède, que la Chine finisse par accepter une forme de zone de sécurité, peut-être avec des modifications, ou que les États-Unis adoucissent leur position et acceptent une forme de supervision internationale. Une autre possibilité, c'est un accord bilatéral, que les États-Unis et la Chine négocient directement un cadre spécifique pour éviter des interférences, sans nécessiter que le reste du monde participe. Une troisième possibilité, la plus préoccupante, c'est que personne ne cède, que les deux pays procèdent à leur plan, que les zones se chevauchent, que les conflits se multiplient. Ça ne doit pas être violent. On ne parle pas de tir sur la Lune, mais ça peut être très dommageable d'autres façons. Imaginez que la Chine positionne un astromobile juste au bord d'une zone de sécurité américaine, enregistrant tout ce qui se passe. Espionnage technologique. Imaginez qu'une opération américaine subisse un accident et qu'il y ait des débris qui volent vers un territoire que la Chine considère comme sien. Qui est responsable? Imaginez que les deux pays revendiquent exactement le même cratère avec de l'eau, exactement la même ressource. Comment ça se résout? Ce ne sont pas des questions hypothétiques. Ce sont des scénarios que les planificateurs des deux pays considèrent maintenant, et ils n'ont pas de bonne réponse. Alors, nous voici. En janvier 2026, les États-Unis avancent avec les accords Artemis et ses zones de sécurité. La Chine les rejette publiquement et prépare sa propre présence lunaire. Les deux pays pointent vers le pôle sud. Les deux veulent les mêmes ressources. Les deux ont des visions incompatibles de qui a droit à quoi. C'est le Far West, mais dans l'espace. Et la question à laquelle personne ne peut encore répondre, c'est « Comment ça va finir ?» Dites-moi vous, pensez-vous que les États-Unis ont le droit de créer des zones exclusives autour de leurs opérations lunaires, ou pensez-vous que la Chine a raison de qualifier ça de colonialisme spatial? Team USA ou Team China? Je veux savoir de quel côté vous êtes. Et pourquoi? Commentez ci-dessous. Ce débat va définir le futur du droit spatial. Et je veux savoir ce que pense cette communauté. Parce qu'ici, il y a une vérité inconfortable qu'aucun des deux camps ne veut admettre. Les États-Unis ont raison de dire que quelqu'un doit établir des règles. L'espace sans règles serait chaotique, dangereux, contre-productif pour tous. Mais la Chine a aussi raison de dire que ces règles devraient s'établir avec un consensus global, pas unilatéralement par la puissance qui arrive en premier. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme pour atteindre ce consensus. Les Nations Unies ont essayé. En avril 2025, elles ont publié un ensemble de principes non contraignants pour la durabilité lunaire, mais sans force de loi,
Ce ne sont que des suggestions. Et pendant que les diplomates débattent dans des conférences, les ingénieurs continuent de construire des fusées. Les missions continuent d'avancer. Le temps continue de filer. Chang'e 7 se lance en août de cette année. Artemis continue d'avancer. 3i Atlas prévoit sa première extraction pour 2027. Les entreprises chinoises ont leur propre plan. Dans 10 ans, il va y avoir de multiples opérations au pôle sud lunaire, américaines, chinoises, peut-être européennes, indiennes, japonaises, et toutes vont avoir besoin d'espace. Toutes vont vouloir les mêmes ressources. Toutes vont devoir trouver une manière de coexister. Les zones de sécurité sont le premier champ de bataille de cette coexistence, et on ne sait toujours pas comment ça va finir. Ce qu'on sait, c'est que les décisions qui seront prises dans les prochaines années vont établir des précédents pour des générations. Elles vont déterminer si l'espace se transforme en un lieu de coopération internationale ou de compétition sauvage. C'est ça qui est en jeu, pas seulement des drapeaux et du prestige, le futur même de l'humanité au-delà de la Terre. Et presque personne n'y prête attention, jusqu'à maintenant. Maintenant, vous le savez, et ça vous fait participer à la conversation. Partagez cette vidéo si vous pensez que plus de gens devraient comprendre ce qui se passe, parce que ce conflit va exploser à un moment ou à un autre. Et quand ça arrivera, il vaut mieux qu'on soit informé